On a souvent cette image de l'inventeur, un peu fou, qui a un éclair de génie et hop, une invention révolutionnaire apparaît. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça? En réalité, pas vraiment. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la logique, la mécanique cachée derrière les plus grandes avancées technologiques. La question qu'on se pose, c'est donc celle-là. L'innovation, est-ce que c'est juste une loterie, un coup de chance réservé à quelques génies? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Une sorte de logique implacable, un peu comme une réaction en chaîne, où chaque invention en appelle une autre. C'est cette piste qu'on va explorer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le premier truc à comprendre, et c'est fondamental, c'est qu'une invention, elle n'arrive jamais toute seule. Le progrès technologique, c'est avant tout une histoire de connexion, de lien entre les idées. Et pour illustrer ça, prenons l'exemple de la révolution industrielle. Ce n'est pas juste l'histoire de la machine à vapeur, loin de là. C'est un vrai basculement qui repose en fait sur 3 piliers. Premièrement, des machines qui viennent remplacer le travail humain. Deuxièmement, une nouvelle énergie, produite elle aussi par des machines pour faire tourner tout ça. Et enfin, des matières premières complètement nouvelles. C'est cet ensemble qui change la donne. D'accord, mais alors comment on explique cette cascade, cette avalanche d'innovation en si peu de temps? Eh bien, il n'y a pas de magie là-dedans. Il y a un modèle, une théorie toute simple, mais incroyablement puissante pour tout expliquer. C'est ce qu'on appelle le jeu du défi-réponse. Alors, ce fameux modèle défi-réponse, qu'est-ce que c'est? L'idée, elle est super simple. En gros, une invention arrive et résout un problème. Super. Sauf que, en faisant ça, elle crée un nouveau problème ailleurs, un déséquilibre, un goulot d'étranglement, comme on dit. Et paf, ce nouveau problème devient un défi qui appelle une nouvelle invention en réponse. C'est ce cycle-là, ce ping-pong constant entre problème et solution, qui est le vrai moteur du progrès. Donc, pour résumer, c'est un cycle en 2 temps. Étape 1, le déséquilibre. Une innovation vient tout chambouler et créer un blocage. Étape 2, la réponse. D'autres inventions débarquent pour débloquer la situation. Et la boucle est bouclée, jusqu'au prochain déséquilibre, bien sûr. Bon, tout ça, c'est un peu théorique. Pour que ce soit plus concret, on va prendre un exemple parfait, un cas d'école, la révolution de l'industrie textile au XVIIIe siècle. C'est là qu'on voit ce modèle de défi-réponse à l'œuvre de façon spectaculaire. Regardez un peu cette chronologie. C'est fou, non? En à peine 50 ans, toute une industrie qui n'avait pas bougé depuis des siècles est complètement transformée. Et attention, ce n'est pas du tout une coïncidence. Chacune de ces inventions est en fait une pièce d'un grand domino qui répond à la précédente. Et le tout premier domino à tomber, celui qui a tout déclenché, c'est une invention des années 1730, la fameuse navette volante de John Kay, une petite révolution pour l'étape du tissage. Grâce à cette navette, la productivité des tisserands fait un bond de 30%. Alors 30%, ça ne paraît peut-être pas énorme comme ça, mais il faut bien imaginer qu'à l'échelle de toute une industrie, c'est un véritable tremblement de terre. C'est le grain de sable qui va complètement gripper la machine. Et voilà le premier gros problème, le premier goulot d'étranglement. D'un côté, on a les tisserands qui, d'un coup, travaillent beaucoup plus vite. Ils dévorent le fil. Mais de l'autre côté, la filature, elle, est toujours faite à la main, au même rythme qu'avant. Résultat, une énorme pénurie de fil. L'offre n'arrive plus à suivre la demande, les prix s'envolent, bref, le défi est lancé. Et la réponse, elle ne va pas se faire attendre. Face à cette fameuse famine du fil, une vague d'inventions absolument géniale déferle pour régler le problème. On a la spinning jenny, parfaite pour le travail à domicile, puis la Waterframe Darkwright, beaucoup plus grosse, qui va carrément donner naissance aux premières usines. En quelques années à peine, la manière de produire du fil est totalement méconnaissable. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le problème a été tellement bien résolu qu'il s'est complètement inversé. D'un seul coup, la filature est devenue hyper efficace, produisant des montagnes de fils. Tellement de fils que les tisserands, même avec leur navette volante, étaient complètement dépassés. On est passé d'une pénurie de fils à une surabondance de fils. Un tout nouveau goulot d'étranglement venait d'apparaître. Il fallait donc une dernière réponse pour boucler la boucle. Et elle est venue d'un certain Cartwright dans les années 1780 avec son métier à tisser mécanique. Cette machine, enfin, pouvait absorber toute cette production massive de fils. La réaction en chaîne était terminée. L'industrie du textile était maintenant entièrement mécanisée. Ok, maintenant prenons un peu d'auteur. Parce que cette histoire de filature et de tissage, ce n'est finalement qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Toutes ces nouvelles machines, elles n'auraient jamais pu exister toutes seules. Elles avaient besoin de tout un écosystème autour d'elles. Ce que les spécialistes appellent un système technique. C'est un terme qu'on doit à l'historien Bertrand Gilles. Et l'idée derrière ce concept de système technique est assez simple à comprendre. Pour qu'une technologie fonctionne, elle a besoin d'un environnement favorable. Il lui faut la bonne source d'énergie, les bons matériaux, les bonnes infrastructures. Sans tout ça, elle ne peut pas se développer.
Et justement, quel était ce fameux système technique qui a permis à la révolution textile de voir le jour? Eh bien, il reposait sur un trio gagnant. D'abord le fer, indispensable pour construire des machines solides, ensuite le charbon, le carburant pour faire fondre ce fer, et enfin le moteur de tout ça, la machine à vapeur, qui fournissait une énergie constante et puissante aux usines. Et ce qui est assez fou, c'est qu'aux alentours de 1850, ce nouveau système était complet. La transformation était totale. Le métal avait définitivement remplacé le bois partout, et la vapeur était devenue la source d'énergie par défaut. Le système avait atteint, on peut dire, sa maturité. Très bien, c'est une super histoire qui date de plus de 200 ans, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour notre époque, pour aujourd'hui? Eh bien, la chose la plus importante à retenir, c'est vraiment ça. Le progrès technologique, ce n'est pas une ligne droite. C'est plutôt une immense toile d'araignée, un réseau où tout est lié. Et dans ce réseau, chaque fois qu'on trouve une solution géniale à un problème, on est en train, sans même s'en rendre compte, de créer le prochain grand défi. Et ça nous amène à une dernière question. Une question qui nous concerne directement. Quel est notre système technique à nous, aujourd'hui? Avec l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les énergies renouvelables, où sont les goulots d'étranglement qui sont en train de se former là, sous nos yeux? Et surtout, quelles inventions incroyables vont devoir émerger pour y répondre? La question reste ouverte.